Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui... je sais pas, je me sentais de chanter l'intro de la musique d'intro, tu vois. C'est un épisode un petit peu autour de la musique, figure-toi, un petit peu autour du piano. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte de tous les parallèles qu'il y a entre jouer d'un instrument de musique et faire du sport concrètement. Donc je vais passer un petit peu en revue tout ça dans cet épisode, mais je vais commencer par raconter mon expérience avec le piano. J'ai dit que je ferais un épisode là-dessus, je trouve ça relativement intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse d'en parler. Ça fait quand même 15 ans, un peu plus de 15 ans que je fais du piano. Alors, quand je dis aux gens que ça fait 15 ans que je fais du piano, tu vois, généralement j'évite de dire depuis combien de temps je fais du piano, parce qu'en fait, tu vois, j'ai pas le niveau d'un mec qui a fait beaucoup de piano pendant 15 ans. Clairement, moi, quand j'entends quelqu'un qui a fait 15 ans de piano, je me dis « Ouah, mais il doit être extraordinairement fort !» Ça va, j'ai pas joué 15 ans non-stop, on va pas se mentir, j'ai commencé il y a 15 ans et je vais raconter un petit peu tout ça dans cet épisode, je vais retracer un petit peu mon parcours avec cet instrument de musique que j'affectionne tout particulièrement, on aurait pu s'en douter, et par la même occasion, je vais du coup creuser un petit peu comment apprendre efficacement, entre guillemets, à faire du piano, comment moi j'ai fait, comment on m'a appris à le faire, parce que j'ai pas sorti ça de mes fesses, j'ai clairement eu un prof qui m'a expliqué comment apprendre efficacement à faire du piano, et je trouve que c'est en effet plutôt efficace, et voilà, et je vais justement faire les parallèles avec le sport, qui ressemble énormément au piano, notamment dans la structure de son système de progression. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce menu te plaît, parce qu'on va tout de suite se mettre en jambes. Tout d'abord, quand est-ce que j'ai commencé à faire du piano ? Je t'avoue que c'est un petit peu flou. Je sais plus si c'était à 13, 14, 15 ans. Je crois que je devais avoir 14 ans, en vrai. Quelque chose comme ça. D'où m'est venue cette idée ? Je pense devoir en attribuer une bonne partie de l'inspiration à ma grand-mère. Ma grand-mère qui avait un piano et qui jouait du piano, qui était encore relativement jeune quand moi j'étais jeune du coup, et à 80 ans elle jouait encore du piano et elle le jouait plutôt bien, enfin de ce que je m'en souviens très 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 mal parce que c'était il y a longtemps et depuis tout petit elle me jouait un petit peu des trucs. Je pense que c'est venu de là, mais d'un côté j'avais envie de jouer du piano. Mais d'un autre côté, j'avais pas envie de ressembler à ma grand-mère, tu vois. Quand t'as 14 ans, t'as pas envie d'avoir un style de grand-mère. Du coup, je me suis dit, moi, je veux faire du piano, ça a l'air marrant, ça a l'air cool, mais j'ai envie de faire du piano stylé, tu vois. J'ai pas envie de faire du vieux piano de grand-mère. Et donc, ce que j'ai dit à mes parents, parce que je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mes parents, clairement, m'ont pas du tout mis le piano sous le nez, m'ont pas du tout dit « Eric, tu dois jouer d'un instrument, un point c'est tout, même si ça te plaît pas ». Je sais que ça fonctionne comme ça dans certaines familles, et je pense que... Ouais, je sais pas, je vais pas juger de l'éducation, chacun éduque ses enfants comme il veut, mais je pense qu'il y a du bien et du moins bien là-dedans, en vrai, c'est très très bien de jouer de l'instrument, je ne pourrais que le conseiller, tu vois, moi, j'aurais très envie que mes enfants jouent du piano, parce que j'ai l'impression que ça te permet de t'épanouir de ouf, tu vois, et d'apprendre des trucs cool, etc., mais il faut que l'enfant, il joue pour lui-même et pas pour ses parents aussi, un petit peu comme les études, je pense, c'est bien d'être poussé à faire certaines choses, mais il faut que ça reste un plaisir pour l'enfant et que ce soit pas juste les parents qui essayent d'élever leur propre statut grâce à leurs enfants, voilà. Quoi qu'il en soit, quand j'ai commencé à raconter ça à mes parents, ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils étaient quand même contents de voir que j'étais intéressé par ça. Aussi parce que quand j'étais adolescent, j'étais pas intéressé par des masses de trucs, j'étais intéressé par rester dans ma chambre et jouer à la Game Boy Advanced, tu vois. Donc, ils se sont dit, tiens, s'ils pouvaient taper sur d'autres touches que le A, le B, le Start et le Select, ce serait pas mal du tout. Et du coup, on en a parlé un peu avec mes parents, je me souviens à peu près, sauf que je leur ai dit, moi je veux pas faire du piano de grand-mère, je veux faire du piano électrique. Parce que le piano électrique, en fait, ça doit être un peu comme la guitare électrique, tu vois, ça doit être méga stylé. Et donc, je voulais pas faire du piano classique de grand-mère, je voulais faire du piano électrique. Et donc, mes parents se sont dit, bon, le piano électrique, ça a pas l'air d'être vraiment du piano, c'est pas pareil, enfin bref, tu vois, les parents, eux, ils préfèrent clairement que leurs enfants fassent du piano classique parce que c'est plus stylé pour eux. Donc voilà, après, ils se sont quand même dit, bon, ok, c'est cool, il a envie de faire du piano, on va pas le freiner là-dedans, et donc...
Et donc, ils ont racheté l'ancien piano électrique d'amis à eux qui avaient offert ça à leur fils et qui ne l'avaient jamais vraiment utilisé. Du coup, ils étaient très contents de s'en débarrasser et de leur filer à mes parents qui me l'ont refilé entre guillemets à moi. C'était un espèce de synthé, tu sais, ces pianos plats que tu branches... qui sont pas très très longs, qui n'étaient pas extraordinaires, mais ils suffisaient très très bien. Et je pense qu'il vaut mieux commencer par un petit truc comme ça plutôt que de sortir le piano à queue à 20 000 balles, sachant que si ça se trouve, ton enfant il va arrêter de jouer dans 6 mois, tu vois. Enfin justement, si tu lui achètes le piano à 20 000 balles, t'auras peut-être plus envie de le forcer à continuer, tu vois. Donc c'est pas plus mal. Donc j'ai pu me faire un petit peu la main sur ce premier piano électrique. Et voilà, j'ai eu énormément de chance pour le coup que mes parents puissent m'offrir des cours de piano dès le départ. Donc j'ai tout de suite commencé à apprendre le piano, pas tout seul, parce que c'est vrai que tout seul, bah ça se fait beaucoup, mais ça se fait peut-être moins quand on est jeune, je pense. Hein. Quand on est jeune, généralement, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, peut-être que c'est juste ma vision du monde à moi, mais j'ai l'impression que quand t'es jeune, bah, soit tu commences avec un prof, que ça soit ton grand frère, ton père ou quelqu'un que tu payes, soit tu commences peut-être pas trop. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, hein. À l'époque YouTube ça n'existait pas vraiment, donc c'était plus difficile d'apprendre tout seul sur internet, quoi qu'il en soit. Eh bien j'ai été inscrit à des cours de piano. Et figure-toi que les premières fois où je suis allé à mes cours de piano, on m'a montré des bouts de papier avec des points noirs dessus, des symboles bizarres sur des lignes, des trucs un peu bizarres, incompréhensibles, tu vois, des hiéroglyphes, tu vois, j'arrive même pas à le prononcer tellement c'était compliqué. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette arnaque ? Moi, j'ai pas signé pour lire des points noirs sur des feuilles. Moi, j'ai signé pour jouer de la musique stylée. Et bah non. En fait, on m'a très vite fait comprendre que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Que en fait, quand tu fais des cours d'école, des cours de musique dans une école de musique, eh bien, on t'apprend le solfège. Et oui, le fameux solfège, c'est-à-dire apprendre à lire une partition de musique qui te permet ensuite d'apprendre à jouer certains morceaux de musique de façon très efficace, qu'on se le dise. Alors, ça a beau être cool de savoir lire le solfège, mais c'est un petit peu une nouvelle langue à apprendre, hein, mine de rien. Et ouais, le solfège, du coup, ça fait peur au début, ça rebute, ça agace, on n'a pas envie d'avoir à apprendre ça, on a juste envie de jouer des morceaux cool, tu vois, et de faire le show devant ses potes, et de devenir une rockstar. Mais je pense que la plupart des rockstars ont dû passer par le solfège aussi. Et après coup, après mes 15 ans d'extraordinaires expériences comme ça, je reconnais qu'effectivement c'est très tentant, je pense, de vouloir apprendre tout seul à jouer quelque chose, à jouer à l'oreille, qu'on a dégoté entre guillemets un piano quelque part, qu'on entend une musique qu'on aime bien et qu'on essaye juste de la jouer comme ça sur son piano à l'oreille. Mais à mon avis, je pourrais clairement que conseiller vraiment d'apprendre le solfège. Clairement, même si tu apprends tout seul, même si tu as juste envie d'apprendre à jouer des trucs bien, je pense que c'est un investissement extrêmement rentable si tu comptes faire de la musique, si tu comptes que la musique ait un rôle important dans ta vie ou si tu comptes en faire longtemps, je pense que c'est très rentable et que ça te le rendra énormément. En plus, aujourd'hui, sauf erreur, le solfège, clairement, tu peux, si tu es suffisamment motivé, on est bien d'accord, tu peux l'apprendre gratuitement, tout seul, sur Internet, en regardant des vidéos, en suivant des cours en ligne. Il y a sûrement plein de trucs gratuits, c'est sûr et certain. C'est pas très 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 compliqué le solfège non plus, hein. C'est moins compliqué que ça en a l'air, mais c'est vrai que c'est pénible au début et qu'il faut vraiment comprendre. Voilà, mais clairement, apprendre le solfège, c'est apprendre à lire une langue. Et quand tu sais lire une langue, je pense que tu peux plus facilement l'apprendre, tu peux plus facilement la comprendre et tu peux plus facilement l'utiliser pour communiquer comme une vraie langue, comme le français, l'anglais et l'allemand, tu vois. Donc voilà, après rien n'empêche de faire les deux en même temps, clairement, et c'est comme ça que c'était dans l'école de musique dans laquelle j'ai été. Évidemment, quand j'allais faire mon cours de 45 minutes, on passait pas 45 minutes à apprendre ce que c'était la différence entre une noire et une blanche, tu vois. Donc on faisait moitié-moitié, on faisait 20 minutes de solfège et 25 minutes de piano, où tu peux très bien, évidemment, au début, commencer à apprendre à faire la gamme, tu vois, le truc le plus bateau, classique et représentatif de apprendre le piano, je pense, c'est faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà, tu vois. Je sais pas si c'était très juste, mais c'est ça que t'apprends, hein. T'apprends à faire des arpèges, des choses comme ça, et ça, tu peux très facilement le faire, même en ayant des notions, même en ayant zéro notion de solfège, ça peut être très utile, parce que le piano, c'est beaucoup d'agilité dans les doigts, c'est vraiment une connexion entre le cerveau et tout le corps.
corps, mais beaucoup les mains quand même, on va pas se mentir, qui doit être renforcé. C'est des circuits nerveux qui doivent être répétés encore et encore et encore pour qu'ils rentrent et qu'ils deviennent naturels et que tu puisses éventuellement finir par jouer quelque chose les yeux fermés, typiquement. Tu vois, c'est un petit peu comme ça que tu sais extrêmement bien un morceau, c'est quand tu peux le jouer les yeux fermés. Donc voilà. Donc pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du piano, je vais parler du piano, mais je suppose que tout ce que je dis, c'est plus ou moins applicable à n'importe quel autre instrument de musique, je pense, hein, qui se lit sur une partition, qui se joue avec des notes et des trucs comme ça. Je pense que c'est plus ou moins tout pareil. Mais du coup, j'aurais clairement envie de conseiller à quelqu'un, à toi par exemple, si tu as envie de commencer le piano, que tu aies 13 ans ou 52, de passer du temps sur le solfège, clairement. Et rien n'empêche du coup de faire des gammes ou de jouer Frère Jacques en parallèle, parce que c'est pas hyper compliqué et que ça t'aidera clairement à utiliser tes doigts, ce qui est vraiment pas très très naturel au début. Je me souviens plus, hein, parce que ça fait vraiment longtemps maintenant. Mais évidemment que je galérais bien au début à faire des gammes, à bouger les doigts de façon... Parce qu'en plus, tu vois, taper sur une note, c'est cool, mais tu peux taper plus ou moins fort. Et justement, c'est une des limitations principales d'un piano électrique. Par définition, un piano électrique, vu qu'il est branché, vu qu'il y a une petite molette de son, eh ben, tu peux monter ou baisser le son avec la petite molette. Et du coup, si tu appuies généralement très fort ou pas très fort sur une note, le son va pas être extrêmement différent. Après, ça dépend des modèles, mais certains synthés, concrètement, tu appuies sur la touche, que tu appuies fort ou pas fort, c'est exactement le même son qui sort. Et ça, en fait, ça t'empêche énormément de possibilités dans l'interprétation, dans les nuances, dans l'intonation, dans les émotions du coup que tu peux dégager de ton piano. Et ça, justement, c'est quelque chose dont j'ai fini par me rendre compte en fait en jouant. Parce qu'en jouant du piano au fur et à mesure, etc., eh bien je me suis rapidement rendu compte qu'en fait j'allais pas jouer du Muse ou je ne sais quel morceau de rock que j'aimais bien écouter sur mon vieux téléphone polyphonique, tu vois. Que en fait au piano, ce qui sonne le mieux, c'est des morceaux de piano, c'est des morceaux classiques, et que quand tu commences à jouer vaguement un Chopin, quand tu commences à jouer la lettre à Élise, tu vois, de Beethoven, un truc très connu, tu vois, tout le monde connaît ça, tout le monde aurait envie d'apprendre à la jouer, moi j'ai appris à la jouer. Quand tu commences à jouer ça, tu te dis mais en fait c'est cool, il y a aussi des morceaux stylés dans la musique classique et qui sont agréables à jouer pour soi, pour les autres. Alors nécessairement, tu fais une petite croix sur tes rêves de rockstar, mais voilà, au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité. Si tu vas pas jouer dans un groupe, etc. Voilà, rockstar, c'est un petit peu ambitieux quand tu commences, je suppose. Quoi qu'il en soit, je me suis rapidement rendu compte que mon piano électrique, en fait, c'était pas une si bonne idée que ça. Concrètement, clairement. Donc on a pu, après quelques années, hein, je me souviens plus combien, 2-3 ans peut-être, 2 ans, ouais non, moins je pense, en vrai, 1 an et demi, peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai pu upgrade sur un meilleur piano, qui était quand même un piano électrique, mais avec un vrai clavier, et donc il y avait nettement plus de moyens de faire de paramétrer, de taper plus ou moins fort sur les touches, histoire de bien plus laisser libre place à la nuance et à l'interprétation. C'était quand même important d'avoir un piano électrique parce que bon, ça fait du bruit un piano, quand tu peux mettre un casque, quand tu peux baisser le volume, c'est quand même pratique pour les gens qui habitent soit dans ta maison, soit juste au-dessus, soit juste en dessous. Donc je suis quand même passé par là. Là aujourd'hui j'ai un piano droit que j'ai eu ensuite plus tard, mais ça c'était vraiment plus tard. Mais ouais, c'était agréable de passer sur un piano un petit peu plus réel. Et donc, pour en revenir à tout ça, je conseille d'apprendre le solfège si tu veux apprendre le piano, mais j'aurais tendance évidemment à vouloir recommander, si c'est possible, de se faire accompagner par quelqu'un, clairement dans quelque chose d'aussi technique, d'aussi spécifique que ça, avoir un coach, avoir un prof, avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît, encore plus si c'est quelqu'un de passionné, de compétent et de pédagogue. Alors là, c'est le gros lot, parce que trouver quelqu'un de très très fort, c'est pas très dur, mais c'est pas parce que quelqu'un est très très fort systématiquement qu'il va être capable de facilement pouvoir transmettre son savoir. Après voilà, quand t'es prof de musique dans une école, normalement t'es relativement pédagogue, et voilà. Donc c'est évidemment là que tu peux aller trouver des personnes, sauf que ça coûte cher, on est bien d'accord, les cours de musique, ça coûte cher. Mais c'est certainement le meilleur moyen, pas forcément de prendre des cours de musique, mais d'avoir quelqu'un qui veuille bien prendre du temps pour t'aider et t'apprendre. C'est le moyen le plus rapide de pouvoir atteindre ce qu'on est venu chercher au moment où on s'est dit « Tiens, j'ai envie d'apprendre à jouer au piano ». Et quand on se dit ça, c'est pas passer des heures à répéter des trucs. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, c'est pouvoir jouer des morceaux cool pour soi-même, pour les autres, pour faire naître des émotions chez soi-même et chez les autres.
Et les autres avantages, les avantages et inconvénients d'avoir un prof, c'est qu'en fait, quand tu vas t'inscrire dans une école de musique, tu passes un contrat avec toi-même, tu payes à l'avance tout un semestre de cours auquel tu es plus ou moins obligé de venir, en tout cas tu as déjà payé pour, donc ce serait quand même con de pas y aller. C'est entre guillemets une obligation de venir toutes les semaines et de montrer son travail, et donc de travailler toutes les semaines. Ça fait beaucoup de pression, mais c'est justement un bon moyen de se forcer à faire quelque chose. C'est exactement le même système que pour un coach de sport, et en échange de toute cette pression et de ton argent, tu peux avoir les conseils et te faire guider par quelqu'un qui a réussi à obtenir ce que tu veux. Donc tu peux plus rapidement obtenir toi-même les moyens d'arriver à faire comme lui, tu peux faire moins d'erreurs, tu peux y aller plus rapidement, et en plus tu ne seras pas tout seul lors de ton apprentissage. Voilà, tout ça je l'ai approfondi pas mal dans l'épisode 22 sur les 6 méthodes de se forcer à faire les choses, donc je vais pas plus approfondir ce côté-là du prof de piano, mais c'est un côté assez important et utile pour se forcer à faire les choses du coup. J'ai aussi raconté dans cet épisode comment j'ai failli arrêter de faire du piano après environ 3 ans, je crois, comment ma première prof de piano m'a plus ou moins forcé ou m'a mis une pression monstrueuse supplémentaire pour que je n'abandonne pas le piano après lui avoir dit en face à face « je veux arrêter le piano » et qu'elle m'a dit « non Eric, tu ne veux pas arrêter le piano. Veux-tu vraiment abandonner? Veux-tu quitter? Veux-tu vraiment faire une croix là-dessus ?» Enfin tu vois, quand t'as ton prof qui te met cette pression ou qui te dit « est-ce que t'es vraiment… Ouais, je sais plus exactement comment elle me l'a présenté, mais en tout cas j'ai aussi raconté un petit peu ça dans cet épisode 22, donc je vais pas revenir dessus. Quoi qu'il en soit, c'était ouf, heureusement qu'elle m'a fait continuer, parce que sinon j'aurais arrêté après 3 ans, parce que mes parents étaient d'accord, que j'arrête. Ils voulaient juste que ce soit moi qui l'annonce au prof, que je prenne mes responsabilités et que je pourrais pas me cacher derrière eux et ne juste plus jamais revenir, tu vois. Il fallait que j'aille le dire à mon prof et que j'affronte son courroux extrêmement bienveillant, et c'est bien pour ça que ça a fonctionné, je pense, parce que c'était vraiment pour mon bien qu'elle voulait que je continue, et pas juste pour qu'elle garde un élève de plus. Et donc, apprendre le piano, comme tout instrument, je suppose, comme beaucoup de choses qui valent la peine dans la vie, ça demande de mettre des heures, ça demande de mettre beaucoup d'heures, ça demande de la régularité, ça demande de la patience, et du coup, ça entraîne à mettre les heures, ça entraîne à être régulier, ça entraîne à être patient, ce qui sera très certainement transférable dans d'autres domaines de la vie, à mon avis. Et donc, quand je dis tout ça, évidemment, je parle de mon expérience. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé, ça m'a appris énormément de choses, d'avoir à faire du piano, d'être forcé à faire du piano toutes les semaines, parce que très souvent, pendant les 3 premières années, typiquement, ou même encore après, d'ailleurs, c'était un peu une corvée parfois. C'était mercredi soir, j'ai mon cours de piano, purée, il faut absolument que je joue un petit peu avant, sinon je vais avoir l'air teubé devant mon prof, parce que j'arriverai pas à aligner plus de notes que la semaine d'avant. Et donc, ce sera clair et net que je n'ai absolument rien fait pendant cette semaine, et tout ça force la discipline, ça force à respecter un horaire, ça force à présenter son travail devant quelqu'un qu'on respecte et qu'on a envie de rendre fier aussi. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a du coup aidé à comprendre et à accepter que certaines choses demandent du travail, demandent de la persistance, et que si on fait rien, il se passe rien et on progresse pas. Et voilà, du coup, je m'étonnerai pas la prochaine fois, j'ai pas été étonné, du coup, la prochaine fois, la fois d'après, plus tard dans ma vie, quand j'essayais quelque chose et que je devais y mettre le même genre de ressources, que j'avais déjà compris, entre guillemets, la leçon, que si je ne fais pas les choses, si je me présente pas et que je ne travaille pas, j'aurai pas de résultat. Et quand j'ai commencé le sport à 17 ans, j'avais déjà assez bien intégré cela, en fait. Alors mon système était absolument nul à chier, et ça j'en ai déjà parlé dans différents épisodes, je crois. Mon système était pourri pour m'entraîner, parce que là on va en parler du système encore un peu justement, et c'est là qu'il y a aussi un parallèle important entre le piano et le sport. Mais avec un système pourri, j'avais quand même ces choses, j'avais quand même la régularité, j'avais quand même la patience. Et ça m'a peut-être joué des tours d'avoir de la patience en muscu, parce que je me suis entraîné vraiment assez religieusement, 3 fois par semaine, j'y allais. Vraiment, je me souviens que j'ai commencé la muscu, directement j'y suis allé 3 fois par semaine, toutes les semaines, pour toujours, j'ai envie de dire. Jamais
depuis que j'ai commencé, c'est vrai, c'est marrant, jamais depuis que j'ai commencé à aller à la salle de muscu à 17 ans, j'ai genre arrêté comme ça 2 mois, et ensuite j'ai repris, ensuite j'ai arrêté. Jamais. Ça, évidemment, ça m'est arrivé de ne pas m'entraîner pendant 1 ou 2 semaines, je suppose, des vacances, je sais pas, des périodes d'examen, des trucs comme ça. Mais je me suis aussi assez rapidement rendu compte, on va pas se le cacher, si j'en fais toujours aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que ça me plaisait réellement de faire de la muscu, et j'y allais aussi pour mon propre plaisir. Et donc, c'était pas un problème d'y aller et d'être patient. Le problème, c'est qu'avec un système pourri, t'as beau y aller tous les jours et être patient, tu vas pouvoir attendre longtemps suivant quoi, si tu fais absolument n'importe quoi. Et donc, on en arrive facilement à la mise en place du système, au fait que c'est bien de venir tous les jours et d'être régulier et patient, que ce soit quand tu fais du piano ou quand tu fais du sport, mais il faut que ton système en place soit relativement efficace. En tout cas, il va pouvoir catalyser tes résultats, mais quelque chose de fou, tu vois, c'est un espèce de multiplicateur à résultats. En fait, ça va juste te permettre de rendre chaque heure que tu mets, chaque heure que tu apprends à mettre dans ton sport, dans ton instrument, à la rendre d'autant plus rentable, parce que vraiment, tu peux faire du piano ou faire du sport pendant 45 minutes, ou tu peux t'entraîner au piano, t'entraîner au sport pendant 45 minutes, et tu peux obtenir des résultats extrêmement différents malgré le fait que tu y aies passé le même temps. Mais ça, je suppose que c'est assez logique. Quoi qu'il en soit, dans le sport, par exemple, tu as tout à fait meilleur temps d'avoir un système efficace, c'est assez clair, la plupart des gens savent que y a quand même des systèmes de répétition, de séries, de poids, d'exercice, de nutrition, tout ce genre de choses. On sait qu'il y a des systèmes qui existent, clairement. Et par exemple, pour apprendre à faire une pompe à un bras, plutôt que de directement essayer de faire des pompes à un bras qui sont encore beaucoup trop dures pour toi, tu vas comprendre, en tout cas, tu risques de réaliser que tu as bien meilleur temps plutôt que de juste essayer de les faire comme ça et d'échouer, ce qui peut quand même t'aider, ça va quand même te renforcer. Mais est-ce que c'est le plus rentable? Je ne pense pas. Tu as très certainement meilleur temps d'utiliser un système de progression, typiquement, qui pourra t'y amener avec le temps. Si tu commences à faire tes pompes normales, ensuite tu fais des pompes serrées qui sont un petit peu plus dures, ensuite tu commences à faire des pompes asymétriques, des pompes en archer où tu pars un peu plus sur un bras, sur l'autre. En fait, progressivement, tu rajoutes de plus en plus de poids sur un seul bras, tout en t'assistant de moins en moins avec l'autre, et ça te permet de boucher un petit peu les trous entre la phase 1 et la phase 2, ou la phase 6, on dira, qui est beaucoup plus dur. C'est assez logique, effectivement. Enfin, moi je trouve ça logique. Après, c'est vrai que c'est pas nécessairement ultra logique ouais, c'est vrai que je me mets à ma propre place alors que ça fait 15 ans que je fais des pompes. C'est vrai que c'était pas évident pour moi quand j'ai commencé, mine de rien. Quand t'es débutant, t'es pas au courant en fait de toutes ces progressions. Quoi qu'il en soit, du coup, pour courir un marathon, c'est la même chose, tu vas pas aller te faire 42 km à ta première sortie. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire qu'il vaut mieux y aller progressivement et commencer par faire 1 km, 2, 5, 10 et sûrement d'autres trucs compliqués que je ne connais pas, car je ne suis pas le roi du marathon et de l'endurance, donc je ne connais pas les meilleurs systèmes, clairement. Et tout ça pour dire que, en fait, en plus de ce système concret de ce que tu fais quand tu es à la salle, il y a encore le système dans lequel ce système est intégré, tu vois, j'ai envie de dire. Ton alimentation, ton hygiène de vie vont avoir un rôle crucial sur tes résultats au sport qu'il ne faut pas négliger. Et ce qui est intéressant, en fait, d'ailleurs, c'est que c'est le cas pour tout. C'est pour ça que ça s'appelle l'hygiène de vie, je suppose. C'est parce que ça affecte absolument toute ta vie. Typiquement, ce qui est compris dans l'hygiène de vie, on dira, c'est ton niveau, par exemple, ton niveau de stress, comment tu dors, ton sommeil, quelle est la quantité et la qualité de sommeil que tu arrives à avoir régulièrement dans ta vie. Et ça va impacter énormément tes résultats au sport, mais ça va aussi impacter beaucoup tes résultats au piano, tes résultats dans ton instrument de musique, parce que quand tu dors, c'est à ce moment-là que ton cerveau il met en place, il range un peu les choses dans lui-même, tu vois, il réorganise un peu tout ça, il se dit ok, alors j'ai appris à bouger j'ai appris à taper en même temps avec le pouce et le petit doigt, mais en faisant en sorte que le petit doigt tape plus fort que le pouce tout en tapant les deux en même temps. C'est pas facile, tu vois, c'est vraiment le genre de truc que tu apprends à faire au piano qui est pas facile, et le cerveau, quand tu te mets à dormir, il se dit ok, est-ce que je garde cette information, est-ce que je la stocke quelque part, ou est-ce qu'en fait c'est pas très important? En fait, si tu dors mal ou pas bien, il va pas vraiment pouvoir se poser ces questions, il va pas pouvoir avoir l'occasion de stocker ça au bon endroit, et clairement, je suis en train de lire un livre, je suis en train de relire un livre sur le sommeil qui est extrêmement fascinant. C'est dire à quel point le sommeil, c'est le truc dans la vie
où tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais que c'est bon pour tout, en fait. Alors oui, effectivement, si tu dors trop, ça peut être mauvais, mais ça, c'est généralement qu'il y a un problème sous-jacent, du style dépression, du style autre maladie. Mais sinon, dormir, c'est 100% bénéf, vraiment pour tout. Notamment pour la santé de ton cerveau et pour ta mémoire et pour tout ce genre de choses qui sont extrêmement utiles quand tu fais du piano et quand tu fais plein de choses dans la vie. Et du coup, pour le piano, eh bien, c'est un petit peu comme pour le sport. C'est carrément comme pour le sport, d'après ce que j'ai compris. Quand tu entends une nouvelle musique que tu aimerais apprendre, eh bien, c'est pas une bonne idée. C'est pas une idée efficiente, en tout cas, du coup, que d'essayer de la jouer comme ça d'une traite à l'oreille, comme je l'ai dit. C'est comme quand tu vois un mec faire un drapeau, eh bien, essayer de te jeter en drapeau pour le faire, tu risques de te faire mal déjà, concrètement. Au piano, normalement, tu crains pas grand-chose, sauf si tu arrives à faire tomber le truc sur toi-même. Là, ce serait grave, effectivement. Normalement, au piano, tu as peu de chances de te blesser, mais ça n'empêche que tu peux perdre un sacré paquet de temps si tu essaies d'apprendre un truc sans passer par les progressions, un petit peu comme dans le sport, du coup. Et du coup, les fondations de ce qu'il te faut pour le piano, j'en ai parlé rapidement, évidemment, c'est le solfège, c'est de quoi être capable de lire une partition qui représente, ce solfège, ça représente la matière première qui va composer ton système. Et à partir de là, tu vas avoir déjà les armes, on dira, pour déchiffrer cette partition et pour te donner les chances déjà de pouvoir suivre. En fait, quelqu'un il a composé le morceau, il l'a posé par écrit, c'est comme s'il avait écrit un livre sur comment faire X ou Y chose. Est-ce que tu préfères essayer d'apprendre à faire la chose tout seul ou est-ce que tu préfères lire et apprendre du travail de celui qui a même créé le truc, tu vois? Donc ça peut sembler assez logique et à partir de cette partition, eh bien comme pour le sport, on va pouvoir utiliser un genre de système de progression. Par exemple, et là je vais te donner un petit peu ce que moi j'ai appris pendant mes cours de piano au fur et à mesure de ces années, et ça se répète parce que quand tu changes de morceau, eh bien tu reprends beaucoup de ces systèmes de progression. Comme quand tu changes un exercice au street, eh ben, tu apprends qu'il faut d'abord plier les jambes et ensuite les déplier gentiment et ça devient de plus en plus dur. Eh ben, pour le piano, il y a aussi un système comme ça que tu peux appliquer à quasiment tous les morceaux que tu fais. Par exemple, on va d'abord apprendre la main gauche et la main droite séparément parce que bon, dans la plupart des morceaux de piano, tu joues les deux mains en même temps, c'est un petit peu l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui joue au piano en tout cas, et c'est ça qu'on a envie d'apprendre à faire parce que c'est stylé à nouveau. Et donc tu vas d'abord apprendre à les faire séparément. C'est pas hyper drôle et en plus, quand tu apprends, c'est ce qu'on appelle déchiffrer la partition, c'est-à-dire tu vas regarder tous les petits points noirs, les petites vagues et les petits traits qu'il y a sur ton bout de papier, tu vas comprendre, ok, ça c'est cette note, ça, quel doigt est-ce que je vais utiliser pour mettre ça? Parfois c'est écrit sur les partitions, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est le numéro assigné à chacun de tes doigts du pouce à, comment il s'appelle? L'auriculaire, c'est ça, le petit doigt? Je ne suis même pas sûr, ok. L'annulaire? Non, l'auriculaire, je crois. Bref, je suis pas le roi des noms techniques de doigts, manifestement. Moi, j'ai appris 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, après... Tant que tu as un système que tu comprends, ça suffit. Eh bien, d'abord, tu commences à bien être au courant de quel doigt tu vas mettre sur quelle note, parce que clairement, au piano, s'il y a bien un truc qui est clair, c'est que quand tu joues 2 fois de suite le même morceau, tu le joues 2 fois de la même façon. Clairement, la deuxième fois que tu joues un morceau, tu vas pas changer de doigt sur X note. Il n'y a pas de note où parfois tu mets l'index, parfois tu mets le majeur. Non, là, clairement, c'est le genre de truc, tu as envie d'intégrer, tu as envie de graver ça dans la roche. Et donc, il faut que ce soit clair dès le départ et que tu prennes directement les bonnes habitudes. Sinon, tu vas perdre du temps en cours de route. Une fois que tout ça c'est fait, on apprend gentiment, morceau par morceau, le plus efficace, manifestement. Après, ça dépend la taille du morceau, mais quand tu as un morceau de 5 pages, tu t'amuses pas à faire les 5 pages d'une traite. Tu prends les 2 premières lignes, tu prends le premier tiers de la première page et tu répètes que la main gauche de ce premier tiers, tu recommences, tu le refais, tu recommences jusqu'à ce que ça soit relativement bien. Tu peux faire ça pour tout. Tu fais la même chose avec la main droite et tu joues extrêmement mécaniquement. Tu joues lentement, tu appuies fort sur les touches de façon à ce que ça soit clair. T'essayes pas déjà de mettre des nuances et d'essayer de rendre ça joli. Et non, le moment de jouer le morceau de façon jolie, je l'ai appris, il arrive tard et il faut le mériter, tu vois, de pouvoir jouer un morceau de façon jolie. Il faut passer, t'es peut-être pas obligé du coup, mais à mon avis, c'est le chemin le plus rapide. C'est celui qu'on m'a appris et c'est celui que j'utilise forcément du coup. Pour apprendre à jouer joliment un morceau, il faut passer par ces étapes un petit peu rébarbatives, comme ça, qui donnent pas méga envie. C'est vraiment de l'entraînement. T'es pas en train de jouer du piano, t'es en train de t'entraîner. Tu vois, t'es pas en train de faire de l'exercice, t'es en train de t'entraîner au street workout. Tu vois, c'est pas
la même chose. Faire les mouvements sans réfléchir, c'est pas la même chose que de t'entraîner de façon consciente et structurée autour d'un système à nouveau. Ah là là, ces systèmes, c'est extraordinaire. J'adore les systèmes. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est extraordinaire. Quoi qu'il en soit, tu vas gentiment pouvoir arriver au moment ensuite où tu vas pouvoir jouer les deux mains en même temps. À nouveau, tu repars depuis le début, tu prends petit morceau par petit morceau, tu vas lentement, tu ne cherches pas à jouer joliment le morceau, tu joues pas tout d'un coup, tu fais des petits morceaux à la fois, etc., etc., etc. Tu répètes ça pour toute la partition jusqu'à ce que tout soit bien intégré dans tes doigts et dans ton cerveau. Et à partir de là, enfin, finalement, c'est-à-dire après de longues heures de travail en fonction de comment est-ce que tu t'entraînes, de si tu t'entraînes efficacement, de si tu as suivi un système efficace, de si quelqu'un était là pour t'aider, et de la difficulté et de la longueur du morceau, bien sûr, c'est là que la meilleure partie commence enfin. En tout cas, la partie que moi je préfère concrètement, tu vois, parce que jouer lentement la main gauche et répéter 14 fois de suite le même petit passage, c'est pas ce qui me passionne le plus dans le piano, et je pense que ça passionne pas tout le monde, effectivement. Là, gentiment, on arrive au moment de passer au niveau supérieur en termes d'interprétation, c'est-à-dire de nuances et d'émotions, entre guillemets, enfin, d'émotions concrètement, il n'y a pas du tout de guillemets pour le coup, que tu peux transmettre en jouant ce morceau. Parce que jouer mécaniquement le morceau, c'est-à-dire tu le joues dans le bon ordre, dans le bon rythme, tu joues chaque bonne note au bon moment dans le tempo qui est donné, quelque part ça te permet de jouer le morceau et de respecter la partition à la lettre. Mais si quelqu'un te joue un Chopin que tu connais bien de cette façon, qui va être très robotique, très mécanique, très pendulaire comme ça, chronométré, tu vas pas trouver ça très joli, tu vas te dire mais c'est trop carré en fait. Et la musique, effectivement, elle n'est pas faite pour être carrée, je pense. Elle est faite pour que chacun puisse justement la prendre et en faire la forme qu'il veut. Et c'est ça qui est si magnifique là-dedans. Et c'est ça qui donne vraiment envie de jouer. En tout cas, c'est ça qui me donne envie de jouer encore aujourd'hui. Parce que oui, sur la partition, il y a des indications très souvent de à quel point il faut jouer tel ou tel passage fort. C'est écrit piano, mezzo forte, forte. Tu vois, c'est écrit quand tu dois jouer fort, moins fort, quand tu dois diminuer, quand tu dois faire un crescendo, décrescendo, tous ces trucs qui font partie du solfège que t'as déjà appris depuis longtemps, hein, vu que t'en es à la fin de ton morceau, ça fait longtemps que tu connais le solfège, ah voilà. Mais ça n'empêche que toutes les nuances sont propres à l'interprète, tu vois. Tu peux très bien décider de jouer ce morceau, ce passage-là un tout petit peu plus lentement et de le rattraper un petit peu plus vite. Après, ça te permet de faire une espèce de flow comme ça, une espèce de courbe là-dedans. C'est pas quelque chose facile sur lequel mettre le doigt, tu vois, peut-être notamment quelqu'un qui ne joue pas de musique lui-même, quand il t'entend jouer, il va peut-être pas te dire « Ah ouais, là, t'as ralenti un petit peu et là, t'as accéléré ». Par contre, il pourra éventuellement te dire, tu vois, toute chose égale par ailleurs, si tu le joues avec des jolies courbes ou si tu le joues de façon carrée, il va te dire « Ah ouais, c'est plus joli ». Quand tu joues la deuxième fois, il va pas te dire, tu vois, il va te dire la deuxième fois, c'était plus joli, il y avait plus d'émotion, tu vois, c'était mieux. Et ouais, bah je me répète, mais c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que ça vaut la peine de mettre les efforts, de réussir à se retrouver dans cette position où tu peux enfin apprendre à mettre des nuances et apprendre toi-même à ressentir les émotions que tu arrives à faire sortir de la musique que tu joues. Certaines de ces nuances, par exemple, qui ne sont pas indiquées sur une partition, tu vois, typiquement, c'est que très souvent, évidemment, quand tu joues à deux mains, la main gauche, c'est plutôt dans les graves, très souvent, et la main droite, c'est dans les aigus. Et souvent, dans un morceau, tu as la mélodie et tu as un peu l'accompagnement, tu as les basses, tu as ce qui accompagne en fait la mélodie, comme si quelqu'un chantait et qui était accompagné par des instruments. Généralement, dans un morceau, tu as envie qu'on entende la mélodie, tu vois. La mélodie, c'est ce sur lequel ton cerveau se concentre souvent, et il faut qu'on l'entende. Il faut pas que la basse, elle prenne le dessus sur la mélodie. Et le problème, entre guillemets, c'est que la mélodie est souvent jouée par le petit doigt de la main droite. Et le petit doigt de la main droite, c'est pas le doigt le plus fort de tous, tu vois. C'est pas celui qui aurait tendance à jouer les notes un petit peu plus fortes que toutes les autres. Et ça, donc, c'est
clairement quelque chose à apprendre et je sais que moi j'y ai passé du temps et que mon prof m'a répété, m'a redit Eric, le petit doigt un peu plus fort, il faut qu'on entende la mélodie par-dessus. Et c'est pas seulement le petit doigt un petit peu plus fort, c'est réussir à jouer le petit doigt de la main droite plus fort sans pour autant te mettre à marteler tout aussi fort avec ton pouce de la main droite, tu vois. Et ça c'est dur parce que si le pouce il joue aussi fort que le petit doigt, malheureusement ça rend pas ouf parce que le pouce il est beaucoup plus fort et donc tu vas entendre ta grosse note du pouce bien trop fort et ça ça fait full partie du piano, c'est-à-dire réussir à jouer au même moment différemment avec chacun de tes 10 doigts, même si ça va peut-être pas jusque là tout le temps. En tout cas moi j'en suis pas capable de contrôler l'intensité de mes 10 doigts en appuyant sur 10 notes en même temps, on est d'accord, mais clairement ça passe par là. Et bref, tu l'as compris, c'est extrêmement riche, c'est extraordinaire. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre à jouer au piano. C'est bien pour ça que tu peux y passer toute ta vie, que certains y ont passé toute leur vie à composer, à jouer, notamment quand tu composes. Alors quand tu composes, ça doit être encore plus fort en termes d'émotion, je pense. Écouter de la musique, c'est un truc de ouf. Jouer de la musique, c'est vraiment un truc de ouf. Composer de la musique, waouh, tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent faire de la musique aujourd'hui. Ça doit être extraordinaire et moi ça m'attire pas mal, je dois dire. Mais du coup, pour gentiment arriver à la fin de cette histoire, parce que bon, j'ai pas 15 millions d'anecdotes là qui m'arrivent en cours de route. Vraiment, ces 15 ans de piano, c'était, j'ai pris des cours pendant longtemps, pour le coup, pendant de nombreuses années. Mes parents ont accepté de continuer à me payer des cours, et ça, j'en suis très reconnaissant parce que sinon, j'aurais peut-être pas continué aussi longtemps, clairement. Et finalement, j'ai arrêté. Éventuellement, j'ai arrêté de prendre des cours, et clairement, lorsque j'ai arrêté, j'ai senti évidemment le manque de pression externe pour jouer régulièrement au piano que j'avais avant. La pression hebdomadaire de jouer et de venir n'était plus là. Et qui plus est, ça a un petit... Je me souviens plus exactement quand c'était, mais ça, c'était pendant mes études. Ça a clairement coïncidé, en tout cas, plus ou moins avec mes études. Et je sais qu'à la fin de mes études, je n'avais plus de cours de piano, ça c'est sûr. Quand j'ai commencé mes bails d'entrepreneur là, à la fin de mes études, donc j'ai toujours pas fini de raconter l'histoire. Ça arrivera peut-être dans le prochain épisode ou dans celui d'après, on verra. Mais quand j'ai commencé un petit peu tout ça, quand j'ai commencé à partir sur YouTube avec une passion pour cela à toute épreuve, ça m'a fait mettre un petit peu le piano en second plan derrière tout ça, clairement. Quand je suis à 100% dans mon travail depuis 3 ans et demi, j'ai beaucoup moins joué au piano. Je me suis pas amusé à apprendre du Rachmaninoff tous les jours, parce que c'est pas facile, clairement, et que j'ai surtout d'autres priorités pour mon temps et dans mes envies au quotidien. Mais mon piano est toujours là, il a toujours été là. Il y a 8 ans, je crois, j'ai récupéré un vieux piano droit que j'ai toujours, je l'ai récupéré gratuitement. C'est ça les bails avec tes vieux pianos, en fait, tu peux le donner, mais il faut que la personne vienne le déménager, tu vois. Ça m'a quand même coûté 500 balles de le faire déménager, mais je l'ai eu gratuitement, tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Et je risque de faire pareil avec ce même piano, parce que je vais éventuellement essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux, parce que le faire accorder tous les 6 mois et avoir des notes qui marchent pas toujours, c'est pas ouf, et je me dis que en fait j'aurais d'autant plus de plaisir à jouer avec un piano un tout petit peu moins ancien que celui que j'ai toujours aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai beaucoup moins joué au piano ces dernières années, ces 3, 5... Ouais, ça doit faire 4 ou 5 ans en tout cas, clairement, que le piano était un petit peu en second plan derrière tout ça, que j'avais plus vraiment d'obligation, de pression à y jouer régulièrement. Et j'ai eu beaucoup de périodes on et off. Il y a eu des périodes où je jouais quasiment pas au piano pendant 2 ou 3 mois. Et il y avait des périodes où je jouais beaucoup pendant 2 mois. Là, clairement, ça a été... Ça n'a pas été comme le sport, j'ai pas continué à en faire 3 fois par semaine pendant 12 ans de suite, tu vois, j'ai une passion peut-être un petit peu moins importante pour tout cela, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que le piano, vraiment, d'ailleurs, pendant que j'y suis, dans mon école de musique, il y avait des auditions, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année de cours, il y avait un concert auquel on était tous fortement invité de participer et donc de jouer quelque chose devant une foule. Et quand je dis foule, c'est entre guillemets parce qu'on devait être 50, tu vois. Peut-être un peu plus, jusqu'à 80 personnes. C'était papa et maman de tous les élèves, plus les profs, plus les responsables du magasin de musique, etc. Mais c'est une grosse pression. C'est une grosse pression. Et ça, pour le coup, j'y avais pas pensé, j'avoue, avant, là, maintenant, tout de suite, mais apprendre à performer sur scène devant des gens, c'est encore un truc en plus
à apprendre, encore un truc qui te permet de t'entraîner à le faire dans d'autres domaines, hein, apprendre à danser devant des gens, apprendre à chanter devant les gens, apprendre à prendre la parole en public. C'est toutes des choses où il y a une forte dimension sociale et peur, hein, qui est associée. Le trac, tu vois, le trac, je me souviens quand j'attendais, parce qu'en plus, moi, très souvent, ensuite, j'étais le plus âgé. Vers la fin de mes cours, j'étais un peu le plus âgé, j'étais le plus expérimenté. C'est moi qui jouais les morceaux les plus durs, tu vois, parce que forcément, les enfants de 12 ans, ils étaient un petit peu moins avancés que moi, tu vois. Donc, je jouais pas des trucs extraordinaires, c'est pour dire, ils étaient quand même un peu plus avancés que ceux des enfants qui faisaient du piano que depuis 2 ans. Et du coup, je jouais dans les derniers de la soirée, donc je devais attendre toute la soirée que ça soit à moi. Et c'est marrant d'attendre derrière le rideau et de se dire ça va bientôt être à moi, je vais devoir venir, je vais devoir saluer la foule, je vais devoir m'asseoir devant le piano, va y avoir un projecteur sur moi et tout le monde va me regarder et m'écouter. Et chaque personne qui est là, elle va l'entendre. Si je fais une méga fausse note, je peux te dire, elle va quand même applaudir, ah, bien sûr, parce que c'est papa et maman, mais elle va m'entendre. Et donc, ça te met la pression. Et clairement, je me suis rendu compte, c'est sûr et certain, que jouer tout seul chez moi, ce n'est pas la même chose que jouer exactement le même morceau que je sais jouer tout aussi bien devant des gens. Ça demande encore un niveau de maîtrise supérieur. Tu vois, quand tu as l'impression de connaître un morceau, être capable de le jouer tout seul, c'est bien, mais teste, essaye de le jouer devant quelqu'un qui te met un peu la pression pour voir si vraiment tu sais bien ton morceau. Parce que là, tu vas le savoir tout de suite. Si ton morceau, il survit au trac et à la pression que tu peux te mettre, qui dépend des gens, hein, il y en a qui ont plus ou moins le trac, eh bien ça veut dire que tu le sais, tu le connais vraiment, vraiment bien. Quoi qu'il en soit, avant de partir sur cette petite parallèle qui m'est revenue là en cours de route, je disais que j'ai pas fait beaucoup de piano ces dernières années, et qu'il y a des périodes on, il y a des périodes off, il y a des périodes où j'avais juste pas le temps, pas envie, juste trop d'autres trucs importants pour moi à faire, et il y a des périodes où vraiment je me suis dit, me retrouver devant mon piano, c'est agréable, c'est réconfortant. Ça n'a jamais été facile dans toute ma vie, depuis ces 15 ans, ça n'a jamais été facile de m'asseoir sur ma chaise de piano. Parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu, il faut que je m'asseye, il faut que je m'entraîne, il faut que je révise mes morceaux. Et par définition, c'est difficile, tu vois, c'est comme aller à la salle de sport pour t'entraîner. Ah oui, c'est cool d'avoir des gros muscles, c'est cool de réussir à jouer un morceau stylé. Mais si tu viens pas faire les choses et que tu les fais pas efficacement, eh bien, tu n'auras pas de résultat. Et du coup, c'est difficile, c'est inconfortable de venir transpirer à la salle. Pour beaucoup de gens, pour moi, moins aujourd'hui, parce que c'est vraiment devenu une habitude. Le piano, par contre, ça reste toujours difficile. Et du coup, quand j'arrive à me forcer à me mettre sur la chaise, eh bien, généralement, je me mets à jouer et je me rends compte que, purée, c'est trop bien, j'adore le piano. Mais je ne le fais pas souvent parce que c'est pas facile de me mettre sur ma chaise. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi inhérent à beaucoup d'autres choses dans la vie, et dans la mienne en tout cas. La résistance, tu vois, cette chose qui t'empêche de créer, de t'asseoir, qui fait, tu vois, je peux faire un parallèle assez clair avec quand je dois écrire une nouvelle vidéo, par exemple, quand je dois écrire quelque chose, quand je dois me poser devant une feuille blanche, eh ben je sais que si j'arrive à me poser devant ma feuille blanche et à commencer à écrire, généralement, ça coule tout seul. Ensuite, ça coule assez bien, assez vite. Par contre, me mettre devant, c'est super dur. Et ça, j'ai tendance à le repousser dans ma journée. J'ai tendance à écrire plutôt le soir parce que le reste de la journée, je me dis, j'écrirai plus tard. Par contre, écrire, c'est ce qu'il y a de plus important. Je me rends compte dans mon travail, si j'écris pas, il se passe rien. Alors il faut que j'apprenne, il faut que je lise, il faut que je m'instruise, mais au bout d'un moment il faut que je crée avec ce que j'ai appris, tu vois. Et le piano, c'est un petit peu la même chose. Me poser devant mon clavier, c'est la partie la plus difficile parce qu'ensuite ça coule tout seul sur mes doigts. Bref, encore un parallèle entre ça et autre chose dans ma vie. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup moins joué au piano ces 3 dernières années, sauf ces 6 derniers mois. Et ouais, ces 6 derniers mois, j'ai beaucoup joué au piano et je sais exactement pourquoi. En tout cas, ça coïncide parfaitement avec la période depuis laquelle je suis célibataire. Donc, je suppose que c'est intimement lié avec cela, clairement. Quand je me suis retrouvé tout seul, concrètement, eh bien, c'est devenu un plaisir d'autant plus fort et d'autant plus apprécié pour moi
que de jouer de la musique, que de jouer du piano. Et c'est aussi un vrai moyen de se sentir moins seul, j'imagine. Ah, tu vois. Ouais, voilà. D'ailleurs, je pense pas que j'avais déjà dit que j'étais célibataire. Pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai annoncé en grande trombe publiquement parce que ça ne regarde pas grand monde d'autre que moi. Mais j'ai énormément appris de cette rupture et de tout cela. Jusqu'à penser que ça pourrait être intéressant de partager un petit peu mon expérience avec cela. Mais ça viendra je sais pas, dans quelques semaines probablement. Ou peut-être moins, on verra. Quand l'inspiration frappera d'écrire quelque chose sur la rupture et tout ça, j'en ferai sûrement un épisode, voire même une vidéo. On verra. Quoi qu'il en soit, je prends énormément de plaisir aujourd'hui à jouer du piano. Ça me permet de ressentir des émotions très fortes. Écouter de la musique, ça me permet de ressentir des émotions très fortes. Jouer du piano, jouer de la musique également, et j'ai l'impression que ça me donne les armes, ça me donne les capacités de faire naître en moi des émotions encore plus fortes que quand j'écoute de la musique. C'est pas facile, faut s'entraîner, c'est pas facile du tout, mais c'est possible, et c'est encore plus marquant et encore plus impactant, je trouve, pour moi, de pouvoir le faire moi-même et d'apprendre à le faire et d'y arriver. Parce que si je joue du piano aujourd'hui, oui, c'est pour ça que je parlais des concerts, c'est que ça ne m'intéresse absolument pas de jouer du piano pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie, je n'aime pas vraiment jouer du piano devant quelqu'un. À part devant des filles de temps en temps, tu vois, on se comprend, mais même devant des filles, voilà, je jouais un morceau plus ou moins impressionnant mais pas très dur, et puis je m'arrête là, je suis pas là en mode je prends un plaisir fou à lui montrer que je sais jouer du piano. Ça faut avouer que sur le CV, sur le marché de la vie amoureuse, c'est pas une mauvaise chose que de savoir jouer du piano généralement. Les filles apprécient ça, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je joue, c'est pas pour les filles, c'est pas pour la foule, c'est pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment juste quand je peux jouer tout seul et juste ressentir des trucs. Eh ben, je kiffe ma vie, tu vois. Je kiffe ma vie. J'adore, vraiment, j'adore. Et il y a rien d'autre dans ma vie, je me rends clairement compte, qui me permettent de ressentir des émotions de cette façon, des émotions aussi fortes. C'est pas vrai, mais des émotions comme celle-ci, qui sont différentes tu vois, c'est différent des émotions quand t'es fou de joie, quand t'es fou amoureux, quand t'es fou de je ne sais quoi, ou quand t'es super triste ou quoi. Tu peux aussi jouer un truc triste. C'est justement ce que je préfère, jouer des morceaux et genre pleurer, tu vois. Ça, c'est trop bien. C'est fou comme sensation. Et c'est bien pour ça que je veux garder le piano dans ma vie et que je le garde dans ma vie, même en second plan, et que je le garderai dans ma vie pour toujours, même si j'arrête de jouer au piano pendant 6 mois, ça m'est arrivé d'ailleurs, je crois, pendant 6 mois, j'ai pas joué au piano quand j'ai emménagé dans mon appartement parce que je n'avais pas de piano, parce qu'il n'avait pas été déménagé de chez mes parents tout de suite, et ça a pris 6 mois qu'il arrive, et pendant 6 mois j'avais pas joué. Ça n'empêche que j'ai repris, et que même si je fais des pauses de 6 mois, je sais que j'ai toujours envie de le garder, que j'ai toujours envie au moins de maintenir les morceaux que je sais jouer, même si évidemment j'en apprends plus tous les jours depuis un moment, que j'ai envie de garder ce piano dans un coin de mon appartement. Et en plus il sert aussi de décor, hein, il est très joli, et que je continuerai de jouer, voilà, de temps en temps quand j'en ai envie. Donc voilà, écoute, je crois que j'arrive gentiment à la fin de mon histoire vis-à-vis de tout cela. Clairement, la musique et les émotions, c'est un truc de fou, c'est un truc intimement lié, c'est un truc clairement sur lequel j'aurais des choses à dire et à partager. J'ai pris quelques notes d'ailleurs, hein, éventuellement, tu sais, moi quand je pense à un truc comme ça, schlac, je me dis ça pourrait faire un sujet d'épisode de podcast, et bah j'ouvre ma feuille blanche et j'écris, tu vois. Quand j'arrive à me mettre devant, j'écris, mais quand j'ai l'inspiration qui frappe, je sais qu'il faut que je m'asseye tout de suite, parce qu'ensuite j'aurais plus envie de m'asseoir devant mon ordi, donc je le fais, j'écris des notes, et j'ai des notes intéressantes, en tout cas des trucs que j'ai vécu et que j'ai envie de partager vis-à-vis de ça. J'en parlerai du coup soit dans le prochain épisode, soit peut-être le prochain épisode ce sera à la fin de mon aventure entrepreneuriale, et puis celui-là il arrivera après. Et puis on va trouver des petites personnes aussi qui ont envie de discuter avec moi. J'ai déjà contacté 1 ou 2 personnes, etc. Il y aura aussi des interviews qui vont revenir, mais voilà, je prends les choses un petit peu comme elles viennent, et j'essaie de me faire plaisir en faisant ces épisodes de façon à les faire le plus longtemps possible. Voilà, eh bien j'écoute, et j'espère que cet épisode t'aura plu, en tout cas. Comme d'habitude, un plaisir pour moi de pouvoir discuter de choses et d'autres devant mon micro.
Et puis voilà, si jamais le podcast te plaît, si tu veux soutenir le podcast, il suffit de le partager, hein, que ce soit du bouche à oreille, que ce soit de partager cet épisode dans ta story Instagram ou de l'envoyer sur WhatsApp à un de tes potes en mode tiens, écoute ça, c'est stylé. C'est pas facile de partager un épisode de podcast à un pote, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas moi ça m'aide si tu le fais. Tu peux aussi laisser une petite note sur iTunes, des petits 5 étoiles, des petits... tu vois, même si tu veux mettre 2 étoiles parce que tu trouves ça nul, j'apprécie le feedback de toute façon. Moi j'aime bien le feedback constructif, c'est cool. Et voilà, quoi qu'il en soit, merci encore et toujours pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, si tout va bien, hein, pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.